Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2066 du Zap Image et on commence directement avec une info qui date il y a 24 ans jour pour jour, c'était un 22 décembre et Zinedine Zidane remportait le Ballon d'Or, donc voilà, Zizou remportait ce Ballon d'Or après cette magnifique année 98 où il avait remporté la Coupe du Monde avec l'équipe de France contre l'équipe brésilienne en finale. En plus il avait été double buteur en finale et grâce à ça il avait remporté ce Ballon d'Or, son unique Ballon d'Or, c'était il y a 24 ans jour pour jour et cette fois-ci il y a 31 ans jour pour jour, un autre Français avait également remporté un Ballon d'Or, c'est Jean-Pierre Papin qui remportait également le Ballon d'Or. Il devenait le premier Français à le gagner avec un club français, c'est avec l'équipe de Marseille. Et toujours avec le Ballon d'Or, saviez-vous, donc le super Ballon d'Or est remis pour la première et unique fois en 1984 pour récompenser le meilleur Ballon d'Or des 30 premières années d'existence de la récompense. Donc c'est Di Stefano, un Argentin qui est sacré en devançant Platini, Cruyff et Beckenbauer. Donc voilà, concernant ce super Ballon d'Or. Et concernant le Ballon d'Or actuel et le prochain, devrait être certainement pour ce joueur, Léo Messi. Et en 2016, Lionel Messi a déclaré qu'il échangerait 5 ballons d'or contre une seule Coupe du Monde avec l'Argentine. Aujourd'hui, il a remporté sa première Coupe du Monde et se dirige vers son 8e ballon d'or. Léo Messi, complètement fou bien sûr, les trophées individuels ou même les trophées collectifs pour la Pulga. Et imaginez combien Léo Messi aurait de ballons d'or si Ronaldo jouait à une autre époque. C'est vrai qu'il va certainement remporter son 8e. Imaginez les gars, Ronaldo n'aurait pas été, aurait joué dans une autre époque que Léo Messi. Peut-être Messi serait peut-être à 11, 12, 13 ballons d'or. Bon, on peut dire la même chose dans l'autre sens, du côté de Cristiano Ronaldo. Et une petite info concernant Messi, les gars, qui a quand même plus marqué en 2022 pour l'Argentine que pour le Paris Saint-Germain. Il a marqué 18 buts sur cette année 2022 avec l'Argentine. Moi, il jouera plus. De toute façon, il jouera plus pour cette année 2022. Et avec le PSG, c'est 17 buts. Donc voilà, vraiment, c'était son année avec l'Argentine et il a quasiment raflé deux gros trophées. Enfin, surtout la Coupe du Monde et la Finalissima remportée contre l'Italie. Toujours avec Lionel Messi, Lionel Scaloni était coéquipier de l'équipe argentine de la Coupe du Monde 2006. 16 ans plus tard, ils remportent la Coupe du Monde ensemble en tant que joueur et entraîneur. C'est qu'en 2006, il y avait déjà Léo Messi aussi, Scaloni qui était dans le groupe de l'Argentine en tant que joueur. Puis depuis, il a passé ses diplômes d'entraîneur. Donc voilà, ces deux-là ont remporté bien sûr la Coupe du Monde dimanche dernier. Voilà comment s'appelle cet enfant du côté de l'Argentine, s'appelle Lionel Messi Di Maria, donc il a 4 ans et voilà, il a un nom de deux grands footballeurs. Les Argentins se mettent à renommer leurs rues, c'est toujours la fête du côté de Buenos Aires, dans toutes les villes du côté de l'Argentine et l'avenue Lionel Messi. Donc voilà, les avenues comment elles sont rebaptisées, on va dire, du côté de l'Argentine. Regardez aussi ce dessin. On l'a fait avec de la craie par rapport à cette célébration de Martinez qui a beaucoup fait parler quand il a reçu son prix du meilleur gardien. Et aussi cette photo lors de la parade des joueurs argentins où Julián Álvarez, quelqu'un lui a montré une silhouette de Spider-Man et Alvarez qui est considéré comme une araignée, tout ça, Spider-Man, donc c'est pour ça bien sûr qu'il a fait une petite dédicace Alvarez. Paulo Dybala, les gars, il a dit, donc je crois que j'ai dormi 5 heures sur les 3 derniers jours. Ces derniers jours ont été incroyables, on a tous rêvé depuis qu'on est né, c'est inoubliable pour ce qu'on a vécu et entendu. On ne voulait pas décevoir nos fans, jouissons de la victoire. Donc n'oubliez pas que lui il est rentré juste avant la séance des tirs au but et il a marqué son penalty vu que Hugo Lloris n'a fait aucun arrêt. Donc voilà, Dybala, malgré qu'il a très peu joué dans la Coupe du Monde, il a été décisif lors de la séance des tirs au but, ce qui a été décisif pour, on va dire, la meilleure équipe au monde. Et concernant ce joueur Enzo Fernandez, du coup, vu qu'il a fait un énorme mondial, le Benfica refuse des offres. Donc Benfica aurait refusé une offre de 100 millions d'euros en provenance de Liverpool pour Enzo Fernandez. L'Argentin de 21 ans ne devrait pas partir si aucun club ne s'aligne sur sa clause libératoire qui est de 120 millions d'euros. Donc voilà le Benfica, ce qui pourrait récupérer en vendant Enzo Fernandez, plus de 120 millions d'euros. N'oubliez pas que ce joueur est arrivé l'été dernier de River Plate à l'équipe du Benfica, mais je ne sais plus, c'était peut-être aux alentours des 20-30 millions d'euros. Et voilà combien il coûterait actuellement. Incroyable sa valeur marchande. Toujours avec l'Argentine, les 18 mois derniers de l'Argentine ont été magnifique, la Copa América en 2021, la Finalissima en 2022, la Coupe du Monde en 2022, exceptionnelle. Voilà, ces 18 derniers mois du côté de l'Albi Céleste. Et regardez l'Argentine sur la 3e position, en gros, du classement de la Coupe du Monde de tous les temps. En gros, si on prend les victoires, les défaites, les matchs nuls, on fait un classement, ce serait le Brésil.
sur 22 participations. De toute façon, il y a eu 22 Coupes du Monde et le Brésil a participé aux 22 participations. On peut voir à chaque fois à côté du pays, entre parenthèses, un chiffre. Donc, c'est le nombre de participations. Donc, c'est plus de 114 matchs du Brésil en Coupe du Monde pour 76 victoires, 19 matchs nuls et 19 défaites, 247 points. Si on faisait un classement en gros devant l'Allemagne, 20 participations pour les Allemands, 225 points pour l'Allemagne qui a 4 Coupes du Monde. L'Argentine, les gars, 158 points avec 88 matchs de Coupe du Monde dans son histoire. On peut voir que la France, 16 participations sur 22. Il y a eu 6 fois où la France n'a pas participé au mondial. 131 points pour la France qui serait 5e du classement. Voilà, si on faisait un classement, bien sûr, avec des points par rapport à la Coupe du Monde. Toujours avec les classements, cette fois-ci le classement FIFA au 22 décembre 2022. Je vous l'avais montré à midi, mais si on regarde un peu plus près avec les points, et c'est officiel, ce classement il a été mis à jour. Donc le Brésil 1841 points, donc il reste en première place, mais on peut voir que l'Argentine juste derrière 1838 points. Il y aurait eu 4 points de plus pour l'Argentine, et ben ils auraient été premiers au classement FIFA. Donc voilà, ça se joue à rien. On peut voir que la France gagne une place, 1823 points pour la France. La Belgique perd de place avec 1780 points, puis l'Angleterre 5e de ce classement FIFA. Donc voilà le top 10 du classement FIFA avec les équipes qui ont monté, comme l'Argentine, comme la France, comme les Pays-Bas, la Croatie qui prend un plus 5 dans ce classement. Ils étaient hors du top 10 et vu qu'ils ont fait une belle Coupe du Monde, ils terminent 3e, plus 5 places gagnées pour eux. Mais il y a des équipes qui ont perdu pas mal de places. La Belgique à moins 2, l'Italie moins 2 ou même l'Espagne moins 3. Ils sont porte de sortir de ce top 10. Les Espagnols de la 11e place jusqu'à la 28e place. On peut voir l'Allemagne comme grande nation du football, les 14e, ils sont très loin les Allemands. La Pologne 22e et on va parler des 11e, le Maroc. Le Maroc a gagné 11 places quand même au classement FIFA après l'excellent parcours effectué au mondial. Ils sont désormais 11e, ils dépassent ainsi l'Allemagne qui est désormais 14e. Donc voilà quand même cette magnifique performance des Marocains. Comme je le répète, les gars, ils auraient gagné la petite finale, ils auraient été 8e, ils auraient été dans le top 10, le Maroc. Et concernant de la 29e jusqu'à la 40e place, on peut voir par exemple que la Tunisie qui a battu la France 30e au classement FIFA, le Nigeria 35e, la Russie 37e ou l'Algérie, voilà, 40e place des meilleures équipes au monde. On revient bien sûr sur cette équipe de France, on parle encore beaucoup de la Coupe du Monde à cette finale, parce que ça fait moins d'une semaine quand même, qu'elle a été finie. Et Christophe Dugarry, les gars, il a fait quelques déclarations sur cette équipe de France, et tout d'abord sur ces 90 minutes des Bleus, en gros sur le match, voilà, où il y a eu 2 partout, mais vraiment les 70 premières qui ont été très mauvaises. Avec le ballon, on a été catastrophique dans les duels, pareil, on n'a jamais pu répondre. Comment Griezmann et Dembélé ont pu être aussi catastrophiques lors de cette finale, comment Giroud s'est fait bouger à ce point. C'est vrai que maintenant c'est des questions qu'on peut se poser. Pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé avant le match, les quelques minutes avant la rencontre, pour que l'équipe de France ne soit pas impliquée comme ça au départ, bien sûr, de cette finale de Coupe du Monde, qui est un match ultra important, bien sûr. Toujours avec Dugarry, au-delà de l'émotion, parce que j'ai vibré aussi, je suis encore choqué par ces 90 minutes de jeu. Si on les joue à notre niveau, on gagne ce match sans problème, on est champion du monde en titre quand même. Comment tu peux faire une finale comme ça alors que tu en as joué une il y a 4 ans, tu sais ce qu'il faut donner, bien sûr, pour les ingrédients qu'il faut mettre pour gagner une finale, et comment tu peux jouer un match comme ça. C'est vrai qu'on peut se poser des questions malgré que l'équipe de France a quand même plutôt bien fini, voilà, avec ce retour. Bon, les pénaltys n'ont pas été bons, mais voilà, il y a eu quand même le 2-2, le 3-2 pour eux, après le 3-3 pour nous, mais bon voilà, comment on peut passer à côté comme ça d'une finale? C'est vrai que c'est des gros points d'interrogation, toujours avec Dugarry. Il y a une analyse à faire sur le jeu et sur les 90 minutes qui font partie des plus catastrophiques de l'équipe de France de ces 50 dernières années. Un jour de finale de Coupe du Monde, voilà, c'était un jour sombre pour les Bleus. Et toujours avec Dugarry, les Argentins, on les a fait exploser en 5 minutes comme des pop-corn. Ils sont moins forts que nous, c'était un cadeau de jouer contre eux en finale, en gros. Il n'y a pas eu de match totalement géré comme depuis 10 ans, ça fait partie du style Deschamps, en gros, voilà, par rapport à ce non-match des Bleus. C'était Deschamps qui avait dit, ouais, on va essayer de jouer bloc bas, tout ça, on va leur laisser le ballon, puis du coup on leur a trop laissé le ballon, et du coup on n'a pas du tout existé lors de cette rencontre contre les Argentins, enfin surtout lors des 80 premières minutes. Et est-ce qu'ils ont pensé que l'achat à Didier Deschamps, c'est que souvent on parle d'achat à Dédé, la chance de l'équipe de France, est un coup de Mbappé suffirait à gagner? Je n'ose même pas imaginer ce qu'on aurait pris en 98 si on avait fait 90 minutes comme ça en finale de Coupe du Monde. Donc c'est vrai qu'il dit des mots forts, mais il a plutôt raison quand même, Dugarry, c'est qu'on est passé totalement à côté de notre finale. Donc voilà, on finit quand même, on finit deuxième du mondial, c'est bien, mais voilà, il y avait une troisième étoile à aller chercher, et c'est vrai qu'on ne peut maintenant que pleurer sur cette performance des Français. Voilà, bon, c'est comme ça. Et pour finir, la dernière déclaration de Dugarry, je ne cache pas que je préférais que ce soit Zizou à la tête des Bleus. J'ai envie de voir autre chose que le style Didier Deschamps.
On va parler d'Olivier Giroud hein, qui dément la rumeur comme quoi il aurait refusé d'échanger son maillot avec un Australien prétextant qu'il ne parlait pas anglais. Donc voilà, après France-Australie, Jason Cummings a demandé à Olivier Giroud un échange de maillot. Donc le Français a prétexté qu'il ne parlait pas anglais pour esquiver alors qu'il a joué presque 10 ans en Première Ligue et bien sûr il parle anglais. Donc il a bien échangé son maillot mais pas avec ce Cummings, mais avec un autre joueur hein, parce qu'on peut voir que Giroud sur son compte Twitter, donc il a mis une photo du maillot échangé avec un joueur australien mais pas ce joueur Cummings, un autre joueur, le numéro 22. Du coup voilà, c'est pas le numéro 25, c'est le numéro 22 où il a échangé ce maillot. Donc une petite info concernant Olivier. On va parler d'une pétition, les gars, regardez cette pétition, what the fuck, complètement folle. Hein. Donc des supporters français ont lancé une pétition pour faire rejouer la finale de Coupe du Monde France-Argentine en raison de l'arbitrage et plus de 186 000 personnes ont déjà signé cette pétition en quelques heures. Hein. Donc l'arbitrage était totalement vendu, il n'y a jamais eu de pénalty plus faute sur Mbappé sur le deuxième but, hein, signé et partagé en masse pour que le match soit rejoué. Bien évidemment le match ne va jamais être rejoué, c'est impossible. Hein. Mais bon, on peut voir qu'il y a plus de 186 000 signatures, certainement supporters français qui veulent rejouer bien sûr ce France-Argentine. Mais bien évidemment ça n'arrivera jamais, enfin pas pour cette année. Kylian Mbappé, on va parler hein, de cette année qui est complètement folle hein, pour Kylian Mbappé, donc toutes compétitions confondues sur l'année 2022. Donc il a joué 55 matchs, il a marqué 55 buts, on peut délivrer aussi 19 passes décisives hein, depuis janvier. Kylian Mbappé qui pourrait peut-être jouer un dernier match hein, contre l'équipe de Strasbourg là, le 28 décembre prochain en Ligue 1. Question simple, Mathys-Tel et Désiré Doué seront-ils à la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe de France? On espère, hein, c'est vrai que Mathys-Tel, jeune attaquant de 17 ans du côté maintenant du Bayern Munich, et Désiré Doué aussi qui montre de très belles choses du côté de Rennes. Ces deux jeunes joueurs qui jouent avec l'équipe de France junior hein, et en 2026 ils auront quand même 4 ans de plus et ils pourront bien sûr prétendre être dans le groupe professionnel s'ils performent encore lors des futures années et jouer pourquoi pas cette Coupe du Monde. C'est la relève tout simplement du côté de l'équipe de France. Et du côté du poste du défenseur droit, on sait qu'il y en a un gros souci hein, du côté du poste défenseur droit, on n'a personne et peut-être ça peut être plus l'avenir les gars. Ici l'avenir de l'équipe de France au poste de latéral droit s'appelait Brandon Soupi, donc sans oublier le très prometteur Malo Gusto, le joueur lyonnais qui peut aussi peut-être être le futur défenseur droit de cette équipe française parce qu'on a besoin d'un joueur de top niveau du côté droit de la défense de l'équipe de France. Saint-Maximin les gars veut ramener Marcus Thuram en fin de contrat en 2023 à Newcastle. Il a dit hein, c'est un grand joueur et j'espère que nous aurons la chance de l'amener ici. Oui, je vais être honnête, j'ai discuté avec lui, il a des parents formidables, c'est un gars incroyable. Hein, voilà, Saint-Maximin quasiment en mode agent, il aimerait faire venir Marcus Thuram du côté de Newcastle hein, pour la saison future. Certains dirigeants et employés des fédérations auraient vendu cher les places attribuées par la FIFA destinées aux familles des joueurs et plus particulièrement, c'est Romain Molina qui dit ça, et plus particulièrement du côté de la sélection sénégalaise, hein, c'est notamment le cas du Sénégal où ce qui était destiné aux familles des joueurs a été revendu. Voilà, donc voilà, une petite info de plus hein, concernant cette Coupe du Monde. On va prendre la direction de Paris, on va parler des Brésiliens. Donc Neymar et Marquinhos ont fait aujourd'hui leur retour à l'entraînement avec le PSG, c'était ce matin, là, en fin de matinée, du côté du camp des loges. Puis Neymar, les gars, de retour, la même chose pour Marquinhos, ils sont sortis en quart de finale, donc là ils ont pris quelques jours, hein, ça fait quand même quelques temps qu'ils sont éliminés, et du coup ils étaient bien de retour aujourd'hui à l'entraînement du côté du club. Des nouvelles de ce joueur aussi, Cristiano Ronaldo pour l'instant toujours sans club, un CR7, et il est actuellement en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo, afin de discuter avec les dirigeants de Al Nasser. On parle d'un contrat de 2 ans, donc ça sent la signature de CR7 hein, du côté de Al Nasser, surtout qu'il est sur le territoire de l'Arabie Saoudite. Hein, qu'est-ce qu'il fait là-bas? C'est certainement pour signer son contrat, ça pourrait être officiel à tout moment. Donc voilà, Ronaldo devrait signer là-bas et ça pourrait même être signé, on va dire même boucler sa signature cette semaine. Là, on est jeudi, donc peut-être avant dimanche, hein, aujourd'hui, demain, après-demain, les gars, ça devrait être officiel. Ronaldo du côté de Al Nasser, voilà, il devrait quitter l'Europe. Hein. Donc voilà, normalement la fin de carrière hein, de Cristiano Ronaldo. Et le président de l'Eintracht Francfort, il a dit hein, oui, Cristiano Ronaldo s'est proposé à nous. Hein. En fait, j'ai l'impression qu'il a été proposé à toutes les équipes de la Ligue des Champions parce qu'il avait cet objectif de retourner en Ligue des Champions pour marquer de nouveaux buts, hein, CR7, mais du coup il y a pratiquement, j'ai l'impression que toutes les équipes ont refusé quand même Cristiano Ronaldo. Pourquoi? Parce que certainement c'est encore un gros salaire, puis peut-être qu'il veut encore toucher un salaire convenable à un CR7 pourtant qu'il est déjà milliardaire, et bien sûr il y a peut-être Francfort, ils auraient été intéressés de l'avoir, mais bien sûr il aurait fallu qu'il touche un salaire minime.
Et ça, Ronaldo, j'ai l'impression qu'il ne veut pas, c'est pour ça qu'il devra aller du côté de Al Nassr, où là il pourra toucher un salaire XXL, mais il ne pourra plus jouer bien sûr la Ligue des Champions. Donc voilà la fin de carrière de Cristiano Ronaldo et Léo Messi qui va remplir une saison supplémentaire au PSG, j'en ai parlé à midi. Ronaldo se rapproche de Al Nassr, ça bouge du côté des GOAT, mais bon, il y en a un qui reste dans un top club mondial, le PSG qui joue encore la Ligue des Champions, alors que voilà, Ronaldo lui se dirige plutôt du côté de Al Nassr, bien sûr un championnat qu'on suit très très peu, mais bon, si Ronaldo va là-bas, je vous parlerai de ses performances. On va parler de ce joueur, les gars, peut-être le futur, un futur crack du côté de l'Italie. Donc pour son premier match avec les U19 de l'AC Milan à seulement 14 ans. Déjà voilà, il a 14 ans, il joue avec les 19, donc voilà, on pense déjà qu'il a un sacré niveau. Donc il s'appelle Francesco Camarda, a marqué un doublé pour son premier match avec les U19 à seulement 14 ans. Donc en junior, il en a 485 buts en 89 matchs. Donc c'est incroyable, c'est quasiment du 3-4 buts par match en junior. Bon, en junior, voilà, c'est plutôt simple des fois marquer beaucoup de buts, mais bon, maintenant il confirme même avec les U19. Donc voilà, un nom à surveiller. On va parler du gardien sénégalais Edouard Mendy, numéro 2 à Chelsea depuis l'arrivée de Potter, le nouveau coach. Edouard Mendy pourrait quitter cette équipe de Chelsea. Le Sénégalais pourrait revenir en Ligue 1. Monaco ainsi que Nice sont sur l'ex-Rennais. L'AC Milan, où la blessure de Mike Maignan inquiète, est également sur les rangs. Voilà, concernant Edouard Mendy, pas sûr qu'il reste du côté de Chelsea pour le futur, vu que maintenant à Chelsea, le coach Graham Potter préfère qu'il n'y ait pas Arrizabalaga. Concernant Marco Asensio, qui est en fin de contrat avec l'équipe du Real Madrid en fin de saison, on peut voir que c'est le PSG qui souhaiterait faire venir Marco Asensio, 26 ans, cet été, qui sera libre de tout contrat. Est-ce une bonne option pour le joueur et pour le PSG? Déjà pour le PSG plutôt, vu que c'est un joueur qui arriverait libre, donc il a 26 ans, donc oui, ce serait pas mal. Après, est-ce qu'il jouerait du côté du Paris Saint-Germain? Ça, bien évidemment, c'est moins sûr. Ça sent pas bon, les gars, pour Ivan Toney, qui est accusé de plus de 30 violations des règles de Paris. La fédération anglaise affirme qu'il a enfreint les règles 232 fois. En gros, il aurait misé sur des performances de lui-même, tout ça. Donc c'est interdit dans le football de miser, quand tu es footballeur professionnel, de miser sur des performances, voilà, de miser tout simplement des paris sportifs. Donc lui, il l'a fait beaucoup de fois, 232 fois. Et s'il prouve qu'il a misé sur les matchs de son équipe, il pourrait encourir au moins 6 mois de suspension, plus bien sûr interdit de jouer au football, tout ça, concernant Ivan Toney. Donc voilà, une petite info concernant l'attaquant de Brentford, où ça sent pas bon pour lui actuellement. On va parler de Caen. Donc Caen a joué hier un match de Coupe de France, c'est un match reporté qui a été reporté 2 fois. Du coup, il s'est joué hier, donc ça s'est bien passé pour Caen, qui s'est imposé 3-0 hier soir face à Viran de France, bref. Donc il pourrait finalement perdre ce match sur tapis vert, les Canets, et être éliminé de la compétition. Pourquoi? Parce que le club en effet fait jouer Dieudonné Gocho, joueur de l'équipe réserve qui a été initialement suspendu pour cette rencontre, et du coup ils ont fait un rapport, un viré, et du coup voilà, il pourrait être éliminé à cette équipe de Caen, parce qu'ils ont fait jouer un joueur qui ne devait pas jouer, ce joueur de l'équipe réserve, Gocho. Donc dès que j'en sais plus, je vous dirai tout ça. Lors du traditionnel dîner de fin d'année à Matignon, Elisabeth Borne a reçu en cadeau de Noël de la part des ministres un maillot de l'équipe de France floqué 49.3. C'est une règle qu'elle met souvent, là j'entends, bon je suis pas trop la politique, mais voilà, c'est une règle qu'elle met souvent en vigueur là ces dernières semaines. Puis en gros, elle a reçu un maillot de l'équipe de France avec 49.3 dans le dos en flocage. On va féliciter la famille Rafinha, parce que le joueur du FC Barcelone et sa femme attendent leur premier enfant. Donc voilà, on ne peut que les féliciter. Donc ça sera pour mai 2023. Donc félicitations à Rafinha et à sa femme ou copine, je ne sais pas si elle est mariée, bref. On va parler de Wijnaldum. Vous savez que Wijnaldum est blessé depuis quelques temps, il a même loupé le mondial avec les Pays-Bas. C'est un joueur du PSG prêté à l'AS Roma et blessé en août au tibia. Wijnaldum a fait son retour à l'entraînement collectif avec l'équipe de Rome, donc ça c'est une bonne nouvelle pour lui. On pourrait le revoir là janvier, retourner sur les pelouses en compétition officielle. Anthony Gauthier à gauche et Stéphane Lannoy à droite sont les favoris pour récupérer le poste de directeur technique de l'arbitrage. Donc la FFF peine a décidé, donc elle pourrait nommer Gauthier à la direction et avec Lannoy en charge du secteur professionnel, voilà, concernant qui va diriger, on va dire, la présidence, tout ça, de l'arbitrage du côté de la Ligue 1. Toujours avec les arbitres, mais cette fois-ci les arbitres de Première Ligue ont fait 6 erreurs cette saison avec l'assistance vidéo, indique une source auprès de ESPN britannique. Bref, parmi ces erreurs, il y a notamment le but de Martinelli face à Manchester United, où ça a été une erreur de l'assistance vidéo. Donc voilà, une petite info de plus concernant la VAR et les arbitres qui se trompent de temps en temps malgré
l'aide de la vidéo. On va parler de Lyon, les gars, qui avait attaqué la LFP pour arrêt injuste du championnat lors de la saison impactée par le Covid. Souvenez-vous, ça avait été arrêté avant la fin du championnat. Et Lyon, les gars, avait porté plainte, voilà, parce qu'en effet, le club se considérait en possibilité d'accrocher les places qualificatives européennes. Et Lyon espérait récupérer plus de 127 millions d'euros. Voilà. Et du coup, la LFP, et du coup, ça a été, voilà, en gros, ça a été refusé, tout ça. Donc, une petite info concernant l'OL. Ibra, Nasser et Djokovic, donc un très grand footballeur, un très grand président du PSG, grand footballeur, bien sûr, c'est Zlatan, et un très grand tennisman, Djokovic. Petite photo, c'était lors de la finale de la Coupe du Monde il y a quelques jours. Lui, il a participé à la finale de la Coupe du Monde, c'est Alvarez et Haaland, on en parle peu, mais Manchester City a bouclé cet été la venue des deux meilleurs buteurs de la prochaine décennie, Haaland, voilà, qu'on parle plus, qu'on va commencer à beaucoup reparler, là, bien sûr, Haaland, vu que les championnats, ça reprend, et Alvarez, moi je connaissais déjà, je pense que la plupart connaissaient avant le mondial, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont commencé à le connaître là pendant cette Coupe du Monde, avec son titre de champion du monde. Bruno Genesio l'a dit, je n'ai pas trouvé cette Coupe du Monde très emballante au niveau du jeu, je n'ai pas vu beaucoup d'équipes pressées. Elle était surtout bien en place, bien organisée et s'appuyait sur des attaques rapides avec des talents individuels. Donc voilà, surtout ça a été une Coupe du Monde en mode contre-attaque. C'est vrai que souvent les équipes étaient bien en place, puis voilà, ils essaient de jouer en contre. Puis voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont performé dans ce système-là. Regardez 2 arrêts décisifs en Coupe du Monde. Donc là, Colomoni contre Martinez. Bien sûr, Martinez, malheureusement, il a arrêté cette frappe. Et aussi en 2010, cet arrêt de Iker Casillas sur ce face-à-face aussi avec Robben. Là, c'était le but du 1-0. Et bien sûr, ça va changer la donne lors de cette finale de Coupe du Monde 2010 remportée par les Espagnols. Et on finit, les gars, sur cet épisode d'aujourd'hui avec une petite question. Quel est le moment que vous n'oublierez jamais lors de cette Coupe du Monde 2022? Peut-être dans 10, 20, 30 ans, vous vous souviendrez d'un moment de cette Coupe du Monde. Donc moi, je me souviendrai longtemps de cette finale qui a été renversante avec l'équipe de France, perdait 2-0 non-match, puis on est quand même revenu à 2-2, bon, on a perdu comme le match, et je penserai aussi beaucoup à ce premier titre mondial, tout simplement de Léo Messi, qui désirait tant de remporter cette Coupe du Monde. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain midi pour le prochain numéro. Bonne soirée à vous et à demain.